Je suis à Ulaanbaatar. Et les camions poubelles diffusent de la musique classique avec des gros haut-parleurs dans les rues. Je sais pas pourquoi. Ils ont essayé de voler ma moto. Faut absolument que je trouve un endroit pour la garer. Voilà. Elle est comme ça veut dire qu'ils ont essayé de la voler. Je vais voir l'état. Oui, alors ils ont effectivement tenté de voler ma moto cette nuit. Elle était sur la béquille centrale. En fait, je l'ai trouvée contre le mur parce que je l'avais serré un petit peu contre le mur. Quand ils ont enlevé la béquille centrale, le bloc disque s'est mis à sonner. Et à mon avis, ils ont dû paniquer, ils sont partis en courant et la moto est tombée contre le mur. C'est pour ça que vous l'avez vu sur la vidéo précédente, contre le mur. Et en fait, j'ai pas de dégâts. Voilà, j'en ai profité pour la laver aussi. Voilà, donc vous voyez ici, il n'y a aucun dégât. Elle était tombée, le guidon avait s'appuyé contre le mur avec le rétro, mais aucun dégât. Du coup, je suis très content. J'ai eu beaucoup de chance. Alors, je suis allé, j'habite à 300 mètres du nouveau hôtel. Voilà. Je suis allé les voir. Je leur ai demandé si je pouvais louer un garage. Ils m'ont fait un prix à 200 $ pour 15 jours. Ça fait 13 € par jour à peu près. J'ai accepté de suite. Parce que je n'ai pas question de retenter la loterie cette nuit. Donc je vais parquer la moto, c'est à 300 mètres de l'appartement où je suis, parce que j'ai loué, je suis à côté. Et donc voilà, j'ai ma moto, maintenant je vais pouvoir dormir sereinement. Ouf, cette affaire se termine bien. Aujourd'hui c'est un grand jour de chance parce que, un, ils n'ont pas réussi à voler ma moto, et deux, j'ai surtout trouvé un pneu. Voilà. Et un Mitas. Alors je suis très content parce que Mitas c'est une bonne marque. Donc j'ai fait monter ce matin pour 167 €. Monter, poser, équilibrer un Mitas. Donc voilà, on va pouvoir se poursuivre. 15 jours de vacances pour moi ici. À bientôt. Bonjour les amis. La moto elle est là, hein, je vous rassure. Elle est là. Il y avait un petit moment que je vous avais pas parlé. Bien écoutez, on va... voilà, 15 jours, je suis à Mongolie. C'est un pays qui est passionnant. La Mongolie est un pays à part entière qui ressemble à aucun autre. Hein. J'ai pris quelques notes pour vous parler un petit peu rapidement de ce qu'est la Mongolie. Voilà, la Mongolie c'est 3,6 millions d'habitants. C'est 3 fois comme la France. Et Ulaanbaatar, qui est la capitale, la seule d'ailleurs, enfin la seule grande ville, il y a 1,7 million d'habitants, c'est-à-dire il y a la moitié des habitants qui habitent en capitale. Et, mais c'est quand même, il y a encore 30 à 40% de nomades. Hein. Bon, la Mongolie, je vous rappelle que ce sont des vastes étendues. Je vous montre un petit peu un aperçu de quoi ça ressemble à quoi. Même autour, si vous voulez, d'Ulaanbaatar, c'est quand même une ville de vaste étendue de steppes. Donc il y a 68 millions d'animaux, d'entre les chevaux, les moutons, les chèvres, les chameaux, et voilà. Donc beaucoup de populations vivent grâce à ça. C'est aussi la capitale la plus froide au monde. La plus froide au monde. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, prenez janvier, la température moyenne de janvier à Ulaanbaatar, c'est moins 24 degrés. Il peut faire parfois jusqu'à moins 40. Bon, enfin, ils sont sous influence de la Sibérie. On peut dire que ça caille. Voilà, il doit faire 20 degrés, 19 degrés. On est en plein mois de juillet, en pleine période du Nandan.
Le Nadan, en fait, c'est quoi? Le Nadan, c'est un petit peu le 14 juillet de la France. Ça fête au moins deux choses. La révolution de 1921. La révolution, c'est en fait la Mongolie qui s'est séparée des autorités chinoises et qui est devenue une filière une filière de la Russie. Donc c'est devenu un pays communiste. Ça fête aussi le Nadan, c'est du 10 au 13 juillet, le Nadan. Ça fête également l'indépendance de la Mongolie en 90. Cette fois-ci, il se sépare du système communiste pour prendre un système de gouvernement démocratique, voilà. Et on peut dire que le peuple mongol adore le gouvernement. On n'est pas du tout dans les mêmes concepts qu'en France. À chaque fois qu'ils ont l'occasion, ils font des démonstrations de leur amour envers le pays. Voilà, je prends un exemple. L'ouverture du Nahadan, c'est le gouvernement, le président qui décerne des médailles à tous ceux qui le méritent. Je ne sais pas, quelqu'un qui a bien travaillé dans les entreprises, qui a fait des actes un petit peu, qui ont participé à la société. Bon, bref, des étudiants qui ont eu des diplômes, des élèves qui ont fait un beau parcours. Bref, ils reçoivent des médailles par le président. Et eux, ils offrent en retour un gros bouquet de fleurs. C'est pour ça que vous allez voir dans mes vidéos les gens qui attendent avec un gros bouquet de fleurs. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. La Mongolie. Mongolie, pendant ces fêtes du Nahadan, ils mettent en avant trois grands sports virils, on va dire. Le tir à l'arc, les courses à chevaux et la lutte. Voilà. Si on revient un peu en arrière, vous connaissez tous Gengis Khan. Gengis Khan a laissé son empreinte, et pas des moindres, puisque pendant un siècle et demi, il a formé le plus grand empire, même plus grand que l'ère romain. Ça couvrait 22% des territoires de la planète. Son territoire était donc extrêmement vaste. Alors évidemment, Gengis Khan, il ne faisait pas de cadeaux. C'était beaucoup de millions de morts, beaucoup d'assassinats. Mais il n'a pas fait que ça, il a instauré également les structures administratives de gouvernement, punitives pour les prisonniers, les délinquants, quoi, et également le système d'éducation. Donc il a quand même fondé un pays, une modernité dans son pays. Alors, juste un petit détail qui fait que la Mongolie est un pays à part entière, c'est qu'en fait ils ont une écriture mongole qui est de haut en bas et de droite à gauche. C'est très particulier. Alors,
une écriture qui n'est pas utilisée tous les jours. Mais aujourd'hui, ils utilisent l'alphabet cyrillique. Pourquoi? Parce que quand la Russie a indexé la Mongolie en 21, en fait, ils ont adopté ce système d'alphabet, puis depuis c'est resté. Donc en fait, leur alphabet, c'est le même que celui de russe. Donc voilà, je vais vous faire voir un petit peu ce promontoire qui est au-dessus d'Oulan-Bator, qui permet d'avoir une vaste étendue. Je vais vous faire un petit aperçu. Voilà. Alors moi, quand je vous parlais de steppes, bon, ça c'est les steppes montagneuses, mais il y a de quoi élever des moutons, des chevaux, des chèvres, tout ce qu'on veut. Il y a beaucoup d'espace vert. C'est pour ça que les Mongols sont un pays nomade, parce que du coup, il n'y a pas de limite. On peut faire autant d'élevage qu'on veut. Voilà la capitale. 1,7 million d'habitants ou 1,6 million. Et j'ai jamais vu une ville avec autant d'immeubles en construction. Je vous mens pas, mais il doit y avoir plus d'une centaine d'immeubles en construction. C'est une ville en pleine effervescence qui est en évolution incroyable. Absolument incroyable. Et d'ailleurs, pour circuler, c'est quasiment impossible maintenant. Je suis très content d'être en moto pour ça. Donc, voilà. Vous voyez ces constructions, on voit 3 tours ici, on en voit partout. On en voit ici à peu près 4 ou 5. Il y en a partout. Il y a des grues absolument partout. Je vais vous faire voir l'autre côté. Donc, vous voyez, alors, je pense que l'écriture, je ne sais pas ce qu'il y a écrit certainement Oulan-Bator, mais dans justement leur écriture traditionnelle, sur le flanc de la montagne là-bas. Vous voyez. Donc on voit bien l'écriture de haut en bas. Bon, cette fresque, en fait, je me suis un petit peu documenté. Il s'agit d'une période qui a de 1930 à aujourd'hui. En fait, ça fête déjà un petit peu les Russes qui ont aidé le peuple mongol à se débarrasser de la Corée, je ne sais plus, de la Corée ou des Chinois surtout, et du Japon. Voilà, donc il y a les Japon qui avaient envahi un petit peu la Mongolie. Du coup, il y a eu l'indépendance, mais c'était annexé à la Russie en 1939. Donc voilà, donc les Russes ont libéré le pays mongol, mais les liens entre la Mongolie et la Russie sont très forts, parce que pendant par exemple la guerre de 1945, comme on voit ici, la Mongolie a fourni des chars, des tanks, des vêtements, des fourrures à l'armée soviétique. Donc voilà, il y a une forte amitié entre ces deux pays. Donc après il y a eu un petit peu la libération, mais la libération, la démocratie en Mongolie dans les années 92, mais ça a été fait en toute amitié, il n'y a pas eu de clash, ça a été une révolution, on va dire, calme. Et là, le cosmonaute, en fait, c'est le premier cosmonaute mongol qui est allé dans l'espace. Juder Demejin Guracha. C'est la mission Soyouz. Il participait à la mission Soyouz en 81. Vous voyez, encore une fois, encore des liens d'amitié très forts entre la Russie et les Mongols. Vous avez l'explication aujourd'hui, maintenant, de cette fresque. Et j'en sais un peu plus moi aussi, parce que je ne savais rien du tout. Je l'ai découvert en même temps que vous. Oui, je voulais préciser une chose, pendant les fêtes de Naadam, je suis allé au stade pour assister aux luttes et au concours de tir à l'arc. Les gens, ils sont venus avec leur costume du dimanche, façon de parler, leur costume, leur plus beau costume traditionnel. Et je vous prie de croire qu'ils sont tous fantastiques. Ils sont d'une beauté. Je vais vous mettre quelques images en extrait. Ils sont tous très très beaux, extrêmement raffinés, beaucoup d'élégance pour les dames et pour les hommes aussi. Donc ça aussi c'est une tradition que j'aime beaucoup en Mongolie. Ils ont des habits fantastiques. C'était pas possible de rester en ville, il a fallu que l'appel de l'espace était plus fort que moi. Donc j'ai pris ma moto et je suis allé voir qu'est-ce qu'il y avait aux alentours d'Oulan-Bator. Et je dois dire que je n'ai pas été déçu. Toutefois, je n'avais pas prévu de faire de la piste et j'avais pris des petites chaussures, pas d'équipement. Donc je me suis dit, bon allez, je vais aller quand même voir ce qu'il y a après. Ben oui, vous savez, ce sentiment là où on veut toujours savoir ce qu'il y a après. Alors on passe le virage pour ce qu'il y a après. Après on passe la montagne.
ainsi de suite. Donc je me suis retrouvé enfin là. Et là je me dis, bon c'est pas vraiment raisonnable, j'ai des petites chaussures, je suis pas bien équipé, si jamais je tombe, si jamais la moto tombe sur mes pieds, mon voyage est foutu. Bon, je prends la décision de faire demi-tour, c'est un crève-cœur, mais bon, il faut être raisonnable, sinon le voyage se termine. J'ai donc décidé de rentrer à Oulan-Bator et pour partir faire une randonnée à pied dès le lendemain. C'est ici que se termine cet épisode sur la Mongolie qui m'a énormément plu. C'est un pays très attachant. En tout cas, le prochain épisode sera ma route vers la Chine, le passage de la frontière. Il n'y aura pas trop de vidéos sur la frontière évidemment, mais je vous raconterai tout ça en détail. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Mettez un pouce vers le haut si ça vous a plu. Je vous embrasse, je suis toujours très heureux de partager avec vous toutes ces aventures. 63 printemps, je prends la route sur ma bécane, plus de doute. De la Garonne jusqu'au Mékong, mon rêve de gosse, je le fais à fond.